Chapitre 45. Lecture par Pascal Morat, où l'on achève d'éclaircir les doutes à propos du bas et de l'armée de Membrun, avec d'autres aventures arrivées en toute vérité. Que vous semble, Seigneur, s'écria le barbier, de ce qu'affirment ces gentilshommes, puisqu'ils s'opiniâtrent à dire que ceci n'est pas un plat à barbe, mais un armé. Et qui dira le contraire, interrompit Don Quichotte. Je lui ferai savoir qu'il ment s'il est chevalier, et s'il est écuyer qu'il en a menti 1000 fois. Notre barbier, maître Nicolas, qui se trouvait présent à la bagarre, connaissant si bien l'humeur de Don Quichotte, voulut exciter encore son extravagance, et pousser plus loin la plaisanterie pour donner de quoi rire à tout le monde. Il dit donc, parlant à l'autre barbier, « Seigneur barbier, ou qui que vous soyez, sachez que je suis du même état que vous, que j'ai reçu il y a plus de 20 ans mon diplôme d'examen et que je connais parfaitement tous les instruments et ustensiles du métier de la barbe, sans en excepter un seul. Sachez de plus que, dans le temps de ma jeunesse, j'ai été soldat et que je ne connais pas moins bien ce que c'est qu'un armé, un morion, une salade et autres choses relatives à la milice, c'est-à-dire aux espèces d'armes que portent les soldats. Et je dis maintenant, sauf meilleur avis, car je m'en remets toujours à celui d'un meilleur entendement, que cette pièce qui est ici devant nous et que ce bon Seigneur tient à la main, non seulement n'est pas un plat à barbe de barbier, mais qu'elle est aussi loin de l'être que le blanc est loin du noir, et la vérité du mensonge. Et je dis aussi que bien que ce soit un armé, ce n'est pas un armé entier. Non, certes, s'écria Don Quichotte, car lui manque une moitié qui est la mentonnière. C'est cela, justement, ajouta le curé, qui avait compris l'intention de son ami, maître Nicolas. Et leur avis fut aussitôt confirmé par Cardenio, Don Fernand et ses compagnons. L'auditeur lui-même, s'il n'eût été si préoccupé de l'aventure de Don Quichotte, aurait aidé pour sa part à la plaisanterie. Mais les choses sérieuses auxquelles il pensait l'avaient tellement absorbé qu'il ne faisait guère attention à ses badinages. « Sainte Vierge !» s'écria en ce moment le barbier mystifié. « Est-il possible que tant d'honnêtes gens disent que ceci n'est pas un plat à barbe, mais un armé ?» Voilà de quoi jeter dans l'étonnement toute une université, si savante qu'elle soit. À ce train-là, si ce plat à barbe est un armé, ce bas d'âne doit aussi être une selle de cheval, comme ce seigneur l'a prétendu. « À moi, il me paraît un bas, reprit Don Quichotte, mais j'ai déjà dit que je ne me mêlais point de cela. Que ce soit un bas ou une selle, dit le curé, c'est au seigneur Don Quichotte à le décider, car en affaire de chevalerie, ces seigneurs et moi, nous lui cédons la palme. » « Pardieu, mes seigneurs, s'écria Don Quichotte, de si étranges aventures me sont arrivées dans ce château en 2 fois que j'y fus hébergé, que je n'ose plus rien décider affirmativement sur les questions qu'on me ferait à propos de ce qu'il renferme. Car je n'imagine pas que tout ce qui s'y passe se règle par voie d'enchantement. La première fois, je fus fort ennuyé des visites d'un mort enchanté qui se promène en ce château, et Sancho n'eut guère plus à se louer des gens de sa suite. Puis, hier soir, je suis resté pendu par ce bras presque 2 heures entières, sans savoir pourquoi ni comment j'étais tombé dans cette disgrâce. Ainsi, me mettre à présent au milieu d'une telle confusion à donner mon avis, ce serait m'exposer à un jugement téméraire. En ce qui touche cette singulière prétention de vouloir que ceci soit un plat à barbe et non un armé, j'ai déjà répondu. Mais quant à déclarer si cela est un bas ou une selle, je n'ose point rendre une sentence définitive. Et j'aime mieux laisser la question au bon sens de vos grâces. Peut-être que, n'étant point armé chevalier comme moi,
vous n'aurez rien à démêler avec les enchantements de Séan, et qu'ayant les intelligences parfaitement libres, vous pourrez juger des choses à ce château comme elles sont en réalité, et non comme elles me paraissent. Il n'y a pas de doute, répondit à cela don Fernand. Le seigneur Don Quichotte a parlé comme un oracle, et c'est à nous qu'appartient la solution de cette difficulté. Et pour qu'elle soit rendue avec plus de certitude, je vais recueillir en secret les voix de ces seigneurs. Et du résultat de ce vote, je prendrai un compte exact et fidèle. Pour ceux qui connaissaient l'humeur de Don Quichotte, toute cette comédie était une intarissable matière à rire. Mais ceux qui n'étaient pas au fait n'y voyaient que la plus grande bêtise du monde. Surtout les 4 domestiques de Don Luis et Don Luis lui-même, ainsi que 3 autres voyageurs qui venaient par hasard d'arriver à l'hôtellerie et qui paraissaient des archers de la Sainte Hermandade, comme ils l'étaient en effet. Mais celui qui se désespérait le plus, c'était le barbier, dont le plat à barbe s'était changé devant ses yeux en armée de membrun, et dont le bas, à ce qu'il pensait bien, allait sans aucun doute se changer aussi en un riche harnais de cheval. Tous les autres spectateurs riaient de voir don Fernand qui allait prendre les voix de l'un à l'autre, leur parlant tout bas à l'oreille, pour qu'il déclarât son secret, ce si beau bijou, sur lequel on avait tant discuté, s'il était un bas ou une selle. Après qu'il eut recueilli les votes de tous ceux qui connaissaient Don Quichotte, il dit à voix haute: Le cas est, brave homme, que je suis vraiment fatigué de prendre autant d'avis, car je ne demande à personne ce que je désire savoir, qu'on ne me réponde aussitôt qu'il y a folie à dire que ce soit un banane et que c'est une selle de cheval, et même d'un cheval de race. Ainsi, prenez patience, car en dépit de vous et de votre âne, ceci est une selle et non un bas, et vous avez fort mal prouvé votre allégation. Que je perde ma place en paradis, s'écria le pauvre barbier, si toutes vos grâces ne se trompent pas, et que mon âme paraisse aussi bien devant Dieu que ce bas me paraît un bas et non une selle, mais ainsi vont les lois, et je ne dis rien de plus. Et pourtant je ne suis pas ivre en vérité, car je n'ai même rompu le jeûne aujourd'hui, si ce n'est par mes péchés. Les naïvetés que débitait le barbier ne faisaient pas moins rire que les extravagances de Don Quichotte, lequel dit en ce moment: ce qu'il y a de mieux à faire ici, c'est que chacun reprenne son bien, et comme on dit, ce que Dieu t'a donné, que Sainte Pierre le bénisse. Alors, un des 4 domestiques s'approchant: si ce n'est pas, dit-il, un tour à faire plaisir, je ne puis me persuader que des hommes aussi. Ayaban leyes donde quieren reyes. Ainsi vont les lois, comme le veulent les rois. Cet ancien proverbe espagnol prit naissance au dire de l'archevêque Rodrigo Jiménez de Rada, livre 6, chapitre 25, lors de la querelle entre le rituel gothique et le rituel romain, qui fut vidé sous Alphonse VI par les diverses épreuves du jugement de Dieu, même par le combat en champ clos. Sage entendement, que le son ou le paraissent, tous ceux qui se trouvent ici osent bien dire et affirmer que cela n'est point un bas, ni ceci un plat à barbe. Mais, comme je vois qu'on l'affirme et qu'on le prétend, je n'imagine qu'il y a quelque mystère dans cet entêtement à dire une chose si opposée à ce que vous démontre la vérité et l'expérience même. Car, je le jure bien,
et son jurement était à pleine bouche, que tous ceux qui vivent dans le monde à l'heure qu'il est ne me feraient pas confesser que cela est autre chose qu'un plat à barbe de barbier et ceci un bas d'âne. Ce pourrait être un bas de bourrique, interrompit le curé. Tout de même, reprit le domestique, ce n'est pas là qu'est la question, mais à savoir si c'est un bas, oui ou non, comme vos grâces le prétendent. À ces propos, un des archers nouveaux venus dans l'hôtellerie, qui avait entendu la fin de la querelle, ne put retenir son dépit et sa mauvaise humeur. C'est un bas, s'écria-t-il, comme mon père est un homme, et qui a dit ou dira le contraire doit être aviné comme une grappe de raisin. Tu as menti comme un maraud de vilain, répondit Don Quichotte, et levant sa lance qu'il ne quittait jamais, il lui en déchargea un tel coup sur la tête que si l'archer ne se fût détourné, il l'étendait tout de son long. La lance se brisa par terre, et les autres archers, voyant maltraiter leurs camarades, élevèrent la voix pour demander main forte à la sainte Hermandade. L'hôtelier, qui était de la confrérie, courut, chercher sa verge et son épée, et se rangea aux côtés de ses compagnons. Les domestiques de Don Luis entourèrent leur maître, pour qu'il ne puisse échapper à la faveur du tumulte. Le barbier, voyant la maison sans dessus-dessous, alla reprendre son bas, que Sancho ne lâchait pas d'un ongle. Don Quichotte mit l'épée à la main et fondit sur les archers. Don Luis cria à ses valets de le laisser et d'aller secourir Don Quichotte, ainsi que Don Fernand et Cardenio qui avaient pris sa défense. Le curé haranguait tous ses poumons, l'hôtesse jetait ses cris, sa fille soupirait, Maritornes pleurait, Dorothée était interdite, Lucinde épouvanté, et Doña Clara évanouie. Le barbier gourmait Sancho rossait le barbier. Don Luis, qu'un des valets osa saisir par le bras pour qu'il ne se sauvât pas, lui donna un coup de poing qui lui mit les mâchoires en sang. L'auditeur le défendait, Don Fernand tenait un des archers sous ses talons, et le mesurait le corps avec les pieds, tout à son aise. L'hôtelier criait de nouveau pour demander main forte à la sainte Hermandade. Enfin, l'hôtellerie n'était que pleurs, sanglots, cris, terreur, alarme, disgrâce, coups d'épée, coups de poing, coups de pied, coups de bâton, meurtrissures et effusion de sang. Tout à coup, au milieu de cette confusion, de ce labyrinthe, de ce chaos, une idée frappe l'imagination de Don Quichotte. Il se croit de but en blanc transporté au camp d'Agraman. Et d'une voix de tonnerre qui ébranlait l'hôtellerie, Orlando Furioso, canto 27. Que tout le monde s'arrête, s'écrie-t-il, que tout le monde dépose les armes, que tout le monde s'apaise, que tout le monde m'écoute, si tout le monde veut rester en vie. À ces cris, en effet, tout le monde s'arrêta. Il lui poursuivit de la sorte. Ne vous ai-je pas dit, Seigneur, que ce château était enchanté, et qu'une légion de diables l'habitait? En preuve de cela, je veux que vous voyiez par vos propres yeux comment est passée et s'est transportée parmi nous la discorde du camp d'Agraman. Regardez, ici on combat pour l'épée, là pour le cheval, de ce côté pour l'aigle blanche, de celui-ci pour l'armée. Et tous nous nous battons, et tous sans nous entendre. Venez ici, Seigneur auditeur, et vous aussi, Seigneur curé, que l'un serve de roi Agraman et l'autre de roi Sobrin, et mettez-nous en paix, car au nom du Dieu Tout-Puissant, c'est une grande vilainie que tant de gens de qualité comme nous sommes ici s'entretuent pour de si piètres motifs.
Les archers, qui n'entendaient rien à la rhétorique de Don Quichotte et qui se voyaient fort malmenés par Don Fernando, Cardenio et leurs compagnons, ne voulaient pas se calmer. Le barbier, oui, car dans la bataille, on lui avait mis en pièces aussi bien la barbe que le bas. Sancho, en bon serviteur, obéit aux premiers mots de son maître. Les 4 domestiques de Don Luis se tinrent également tranquilles, voyant combien peu il gagnait à ne pas l'être. Le seul hôtelier s'obstinait à prétendre qu'il fallait châtier les impertinences de ce fou, qui à chaque pas troublait et bouleversait la maison. En définitive, le tapage s'apaisa pour le moment. Le bas resta en selle jusqu'au jour du jugement dernier. Le plat à barbe, armé, et l'hôtellerie-château dans l'imagination de Don Quichotte. Le calme enfin rétabli et la paix faite à l'instigation persuasive de l'auditeur et du curé, les domestiques de Don Luis revinrent à la charge pour l'emmener à l'instant même. Et tandis qu'il se débattait avec eux, l'auditeur consulta Don Fernand, Cardenio et le curé sur le parti qu'il devait prendre en une telle occurrence. Après leur avoir conté la confidence que Don Luis venait de lui faire. À la fin, on décida que Don Fernand se fit connaître aux domestiques de Don Luis et qu'il leur dit que c'était son plaisir d'emmener ce jeune homme en Andalousie où son frère le marquis le recevrait comme il méritait de l'être, parce qu'il était facile de voir à l'intention de Don Luis qu'il se laisserait plutôt mettre en morceaux que de retourner cette fois auprès de son père. Quand les 4 domestiques connurent la qualité de Don Fernand et la résolution de Don Luis, ils résolurent que 3 d'entre eux retourneraient conter à son père ce qui s'était passé, tandis que l'autre resterait avec Don Luis pour le servir, et qu'il ne le perdrait point de vue, que les autres ne fussent revenus le chercher ou qu'on ne sût ce qu'ordonnerait son père. C'est ainsi que s'apaisèrent ce monceau de querelles par l'autorité d'Agraman et la prudence du roi souverain. Mais, quand le démon, ennemi de la concorde et rival de la paix, se vit méprisé et bafoué, quand il reconnut le peu de fruits qu'il avait retiré de les avoir enfermés tous dans ce labyrinthe inextricable, il résolut de tenter encore une fois la fortune en suscitant de nouveaux troubles et de nouvelles disputes. Or, il arriva que les archers avaient quitté la partie, parce qu'ils eurent vent de la qualité de ceux contre lesquels ils combattaient, et qu'ils s'étaient retirés de la mêlée, reconnaissant bien que, quoi qu'il arrivât, ils auraient apporté les coups. Mais l'un d'eux, celui-là même que Don Fernand avait si bien moulu sous ses talons, vint à se rappeler que parmi divers mandats dont il était porteur pour arrêter les délinquants, il s'en trouvait un contre Don Quichotte, que la Sainte Hermandad avait ordonné de saisir par corps à propos de la délivrance des galériens, comme Sancho l'avait craint avec tant de raison. Frappé de cette idée, l'archer voulut vérifier si le signalement donné par le mandat d'arrêt cadrait bien avec celui de Don Quichotte. Il tira de son sein un rouleau de parchemin, trouva le papier qu'il cherchait et se mettait à lire très posément, car il n'était pas fort lecteur. À chaque mot qu'il épelait, il jetait les yeux sur Don Quichotte et comparait le signalement du mandat avec le visage du chevalier. Il reconnut que, sans nul doute, c'était bien lui que désignait le mandat. À peine s'en fit-il assurer que, serrant son rouleau de parchemin, il prit le mandat de la main gauche et de la droite empoigna Don Quichotte au collet, si fortement qu'il ne lui laissait pas prendre haleine. En même temps, il cria à voix haute: « Main forte à la Sainte Hermandad, et pour qu'on voie cette fois-ci, je la demande sérieusement. On n'a qu'à lire ce mandat.
où il est ordonné d'arrêter ce voleur de grand chemin. Le curé prit le mandat et reconnut qu'effectivement l'archer disait vrai et que les signalements s'appliquaient à Don Quichotte. Quand celui-ci se vit maltraité par ce coquin de manant enflammé de colère, au point que les os du corps lui craquaient, il saisit du mieux qu'il put, avec les règlements de la Sainte-Hermandade, rendus à Torrelaguna en 1485, accordé à ses archers-quadrilleros une récompense de 3000 maravedis, quand ils arrêtaient un malfaiteur dont le crime emportait peine de mort, 2000 quand celui-ci devait être condamné à des peines afflictives, et 1000 quand il ne pouvait encourir que des peines pécuniaires. Il saisit de ses deux mains l'archer à la gorge, lequel, si ses camarades ne l'eussent secouru, aurait plutôt laissé la vie que Don Quichotte n'eût lâché prise. L'hôtelier, qui devait forcément donner assistance à ceux de son office, accourut aussitôt leur prêter main forte. L'hôtesse, en voyant de nouveau son mari fourré dans les querelles, jeta de nouveau les hauts cris, et ce bruit lui amena Maritormes et sa fille, qui l'aidèrent à demander le secours du ciel et de tous ceux qui se trouvaient là. Sancho s'écria à la vue de ce qui passait. « Vive le Seigneur! Rien de plus vrai que ce que dit mon maître des enchantements de ce château, car il est impossible d'y vivre une heure en paix. » Don Fernand sépara l'archer de Don Quichotte, et fort à la satisfaction de tous deux, il leur fit mutuellement lâcher prise, car ils accrochaient les ongles de toute leur force, l'un dans le collet du pourpoint de l'autre, et l'autre à la gorge du premier. Mais toutefois la quadrille des archers ne cessait point de réclamer leur détenu. Ils criaient qu'on leur livrât pieds et poings liés, puisqu'ainsi l'exigeait le service du roi et de la Sainte Hermandade, au nom desquels ils demandaient secours et main forte pour arrêter ce brigand, ce voleur de grands chemins et de petits sentiers. Don Quichotte souriait dédaigneusement à ces propos et gardant toute sa gravité, il se contenta de répondre. « Approchez, venez ici, canaille mal née et mal apprise. Rendre la liberté à ceux qu'on tient à la chaîne, délivrer les prisonniers, relever ceux qui sont à terre, secourir les misérables et soulager les nécessiteux. Et c'est là ce que vous appelez voler sur les grands chemins? Ah, race infâme, race indigne, par la bassesse de votre intelligence, que le ciel vous révèle la valeur que renferme en soi la chevalerie errante, et vous laisse seulement comprendre le péché que vous commettez en refusant votre respect à la présence, que dis-je, à l'ombre de tout chevalier errant. Venez ici, larrons en quadrille plutôt qu'archers de maréchaussée, des trousseurs de passants avec licence de la Sainte Hermandade. Dites-moi, quel est donc l'ignorant qui a signé un mandat d'arrêt contre un chevalier tel que moi, qui ne sait pas que les chevaliers errants sont hors de toute juridiction criminelle, qu'ils n'ont de loi que leur épée, de règlement que leur prouesse, de code souverain que leur volonté. Quel est donc l'imbécile, dis-je, encore, qui peut ignorer qu'aucune lettre de noblesse ne confère autant d'immunité et de privilèges que n'en acquiert un chevalier, errant le jour où il est armé chevalier et s'adonne au dur exercice de la chevalerie. Quel chevalier errant a jamais payé gabelle, corvée, dîme, octroi, douane, chaîne de route ou bac de rivière? Quel tailleur lui a donné la façon d'un habit? Quel châtelain, l'ayant recueilli dans son château, lui a fait payer l'écho de la couchée? Quel roi ne l'a fait asseoir à sa table? Quelle demoiselle ne s'est éprise de lui et ne lui a livré avec soumission le trésor de ses charmes? Enfin, quel chevalier errant vit-on, voit-on et verra-t-on jamais dans le monde qui n'ait assez de force et de courage pour donner à lui seul 400 coups de bâton à 400 archers en quadrille
qui oserait lui tenir tête.